Ouais, non, mais si j'interviens, c'est un petit peu pour faire le point au niveau de l'actualité réforme des retraites, puisque bah, on n'en a jamais autant parlé que ces derniers mois, et puis tout se bouscule un petit peu au niveau du calendrier. Et finalement, la confusion, vous le savez tous, elle est savamment entretenue par le gouvernement, hein, ne serait-ce que par le pseudo retrait de l'âge pivot qui a fait dire à certains qu'on nommera pas ici que voilà, c'était gagné puisque le gouvernement reculait. Alors, il n'en est rien pour comprendre un petit peu le processus qui est en jeu, qui est enfin, dont le bénéfice actuel est que de moins en moins de personnes dans l'opinion publique croient encore au slogan d'une réforme plus juste, plus simple et pour tous. Donc ça, c'est très 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 bien. Et l'actualité chaude montre que de plus en plus, on, on se rend compte que les règles internes de ce système par points euh, eh bien, sont tout sauf ce qui a été mis en avant par le gouvernement. Et la réflexion s'élève un petit peu ces derniers temps autour de l'esprit et la philosophie du système qui est remise en cause parce que on s'aperçoit que c'est tout simplement injuste socialement et que ça remet en cause les grands acquis sociaux de la protection sociale à la française. Alors pour revenir un petit peu sur ces points, on peut revenir acte par acte à ce qui s'est passé. L'acte 1 pour moi, ça débute avec la commande, puisque c'était ça, la commande d'Édouard Philippe au comité d'orientation des retraites, d'établir un état du solde financier du système à l'horizon 2025, puisque la règle d'or de la réforme, c'est que si on passe d'un système à l'autre, il faut que les comptes soient à l'équilibre. Bon, le corps réalise le travail en un mois de temps et le 21 novembre rend au Premier ministre sa copie en disant ben voilà, à l'horizon 2025, on estime qu'il y aura un déficit que l'on situe en fonction des conventions retenues pour élaborer ces projections entre 8 et 17 milliards. L'hypothèse la plus réaliste, elle est entre 10 et 11 milliards. Et le gouvernement s'empare de cette donnée voilà, pour dire le système il est en déficit. Mais ce que dit le rapport du corps, qui n'est pas simplement un truc d'une page, hein, c'est une centaine de pages, il dit ouais, mais attention, le déficit de 10 milliards, il faut quand même le nuancer. Parce que c'est un déficit à l'horizon 2025 qui n'est absolument pas créé par l'augmentation des dépenses, elle reste stable, mais par la baisse des ressources du système. Et la baisse des ressources, bah, c'est en gros de grandes choses. La baisse programmée du nombre de fonctionnaires, et on sait que en tant qu'État employeur, l'État cotise beaucoup plus pour les agents publics que ne le font les cotisations patronales dans le privé, première chose. Et puis, deuxième chose, les mesures politiques. C'est-à-dire à la fois défiscalisation, désocialisation des heures supplémentaires, et dans les lois de financement de la sécurité sociale, depuis 2 ans, une grande révolution, c'est que à chaque fois que l'État auparavant accordait des allègements ou des exonérations de charges patronales, il devait les compenser par une recette fiscale afférente. C'est la loi Veil qui date de 87 ou 94. Et ça, elle ne le fait plus. Elle n'est plus obligée. En gros, le corps dit, dans son analyse in fine de ce déficit aux alentours de 10 milliards, que eh bien, ce déficit, il est créé artificiellement par des mesures assumées politiquement. Et au prétexte de ce déficit, je le répète encore une fois, hein, qui ne provient pas des dépenses, mais du manque de financement du système, eh bien, arrive le fameux âge pivot. Et l'âge pivot, c'est quoi? C'était la seule mesure prévue par le gouvernement pour réduire ce pseudo-déficit à l'horizon 2025.
Donc l'âge pivot était, en définitive, une mesure paramétrique pour remettre l'équilibre financier du système actuel. Suite à la mobilisation du 5 décembre, le gouvernement dit, bon, voilà, la proposition de la CFDT d'une conférence de financement nous convient parfaitement, on acte ça, on retire l'âge pivot. Mais on retire l'âge pivot de ces mesures à prendre pour équilibrer le système actuel. Et parallèlement, le gouvernement dit, bon ben, cette conférence de financement devra proposer devra proposer des choses pour remettre à flot, pour équilibrer le système actuel, mais, et là on est dans le cadre contraint qu'ils connaissent bien, puisque ça fait 18 mois qu'au niveau des concertations sur le projet de réforme de retraite, le cadre est contraint, c'est pas des négociations, c'est des discussions. Avec les contraintes, on ne dépasse pas 14% de la richesse produite affectée au système de retraite. Donc ils disent, bon ben voilà, proposez-nous des choses pour revenir à l'équilibre en 2025, mais on ne baisse pas les pensions. Alors les pensions des pensionnés actuels, ce qui peut se comprendre, et surtout, pas question d'augmenter le coût du travail. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est hors de question d'augmenter les cotisations, parce que si on veut financer par des cotisations sans qu'il y ait de perte du pouvoir d'achat des salariés ou des agents publics, il faut augmenter les salaires en conséquence. Ce qui induit une seule chose dans le PIB, hein, si on augmente les cotisations, les salaires, on réduit la part de profit. Et voilà pourquoi, route Bézieux en tête, il n'y a que des mesures d'âge qui sont possibles. Ça veut dire que la conférence de financement là, qui doit rendre ses conclusions fin avril, eh bien, elle ne pourra proposer que des dégradations possibles. Et des dégradations liées à des mesures d'âge. Alors, ça pourra être quoi? C'est très simple, hein, reculer l'âge légal de départ, augmenter la durée de cotisation. Et augmenter la durée de cotisation, ce sera très très intéressant, si c'est acté fin avril, quand il s'agira de calculer les droits acquis, quand on basculera d'un système à l'autre, si le système par points se met en place. Bon bref, ça c'était l'acte 1. Là-dessus, savamment entretenu par le gouvernement, on a cru que l'âge pivot était retiré. Ben non. L'avant-projet de loi arrive sur la table, ça c'est l'acte 2. L'avant-projet de loi sur le système par points, le nouveau système. Et qu'est-ce qu'il y a dans cet avant-projet de loi? Alors, c'est pas appelé âge pivot, c'est appelé âge d'équilibre. Mais c'est exactement l'âge pivot. Et un âge d'équilibre qui est prévu dès la génération 75, non pas à 64 ans, mais à 65. Puisque cet âge d'équilibre, ce fameux âge pivot, c'est quelque chose de mouvant, quelque chose qui évoluera en fonction des gains d'espérance de vie. Et d'ailleurs, il y a un très bon article pardon, j'allais dire une connerie, c'est pas Eric, c'est Michael, Michael Zemmour, qui est... c'est pas du tout le même, hein, sur le blog d'Alternative économique, qui montre que cet âge pivot mouvant, eh bien, ça signifie que malgré une espérance de vie en augmentation depuis la génération des années 50, la durée de retraite resterait bloquée en dessous de 26 ans en moyenne. C'est-à-dire que le projet de réforme par points prend en compte l'espérance de vie, mais pour inciter à travailler plus, pas pour profiter de ce temps de la retraite. Donc âge d'équilibre qui est bien présent dans le système par points qui devrait se mettre en place en 2025. Et dans cet avant-projet de loi, on trouve alors plein de choses, hein, mais notamment des trous. Des choses qui seraient remplies par ordonnance ou par décret après le vote de ce projet de loi. C'est-à-dire sorte de chèque en blanc qu'on signerait au gouvernement en disant OK pour la réforme par points, et puis après au
au niveau des conditions pratiques de mise en place, eh bien, on verra par ordonnance ou par décret. Et c'est pas anodin hein, ce qui reste à figer dans le marbre de la loi par ordonnance ou par décret. C'est des choses comme les modalités de transition, comment on passe d'un système à l'autre. Alors il y a des choses qui sont dans les tuyaux, on en parle, etc. Mais dans l'avant-projet de loi, ça reste à finaliser. Les droits à réversion en cas de divorce, par exemple. Parce que dans le système par points, si on se rend compte d'une chose, c'est que loin de réduire les inégalités hommes-femmes, ça ne fait que les entériner et les accroître. Autre chose qui reste à faire passer par décret ou par ordonnance, en cas d'interruption pour congé maternité, congé parental, congé maladie, pour les périodes de chômage, combien de points seraient attribués au titre de la solidarité? Ça, c'est pas dit dans l'avant-projet de loi. Sur la retraite progressive, par exemple, il y a des choses qui sont dites, mais qui constituent des véritables régressions. Aujourd'hui, la retraite progressive dans le privé, eh bien, on peut la prendre à partir de 60 ans. Dans le projet de loi, ce serait possible, mais à partir de 62. Voilà. Et finalement, ces critiques des règles internes du système, je crois que l'une des choses dont on peut être fier, c'est d'avoir montré que tous les éléments de langage, tous les slogans qui devaient prouver prétendument que ce système était meilleur que le système actuel, sont battus en brèche, démontés, et on s'aperçoit que tout ce qui paraissait des améliorations au départ, eh bien, sont en fait des stagnations, voire des régressions. Et puis, je vous dis, on élargit la réflexion sur... alors, c'est pas à qui profite le crime, mais c'est un petit peu cet esprit-là. Pourquoi un tel changement? Et on voit apparaître que, eh bien, l'une des choses qui motive le changement du système actuel vers ce système par points, c'est une modification radicale de l'architecture de notre système de retraite. Actuellement, on peut dire qu'on a le meilleur système du monde. Personne n'en doute, puisque le niveau de vie des retraités est égal ou supérieur à celui des actifs. Et j'ai pas dit la pension, j'ai parlé du niveau de vie, puisqu'il y a d'autres éléments, mais c'est le meilleur système du monde. Notre système actuel, son architecture, c'est premier pilier, le régime de base. Notre pension, c'est la somme de plusieurs choses. Un régime de base, alors nous, avec le salaire de référence qu'on connaît, hein, l'indice brut des 6 derniers mois, dans le privé, c'est 50% de la moyenne des 25 meilleures années. Ça, c'est la base. Et à ce premier pilier s'ajoute un deuxième pilier, qui sont les complémentaires obligatoires. Nous, on en a une, hein, c'est le régime additionnel de la fonction publique, régime par points. Et puis, pour le privé, ARCO, AGIRC. Et voilà, c'est notre système actuel. Et dans la réforme proposée, eh bien, ces deux piliers seraient fusionnés en un seul sur le modèle des complémentaires privés, c'est-à-dire sur les régimes par points existants. AGIRC, ARCO, régime additionnel de la fonction publique. Et on a quand même un peu de recul pour l'AGIRC ARCO, ça a été mis en place dans les années 70. Dans les années 70, 1 euro cotisé, enfin, ouais, c'était un franc, mais équivalent 1 euro cotisé, ça a rapporté 13 centimes de pension dans les années 70. Actuellement, à l'AGIRC ARCO, 1 euro cotisé, ça rapporte 6 centimes. Mais la valeur du point n'a jamais baissé. Et ça, c'est pareil, c'est un élément de langage à démonter. La valeur du point, on s'en fout, c'est le rendement qui est important. Bon. Donc, il y aurait ce nouveau système qui instituerait un pilier sur la base de nos complémentaires, et surtout, dans l'avant-projet de loi, à partir de... Enfin, c'est l'article 64, quoi. Ça renforce et ça développe quelque chose qui est très très marginal dans notre système actuel, c'est le pilier 3, qu'on appelle le pilier 3, c'est la retraite supplémentaire privée, donc qui est facultative, chacun étant libre de se constituer une retraite par capitalisation. Eh bien, l'article 64 de l'avant-projet de loi, il renforce et il développe cette épargne retraite par capitalisation. Alors, en faisant quoi? En harmonisant les règles
existantes déjà de la retraite supplémentaire privée. C'est les lois Madelin, l'article 83, c'est les plans d'épargne retraite entreprise, tout ça. Ça unifie les règles et ça ouvre ce marché aux assureurs, aux banquiers, aux gestionnaires d'actifs et aux fonds de pension. C'est-à-dire, c'est l'ouverture d'un deuxième champ de retraite à toutes ces officines privées, les faire sortir finalement de la protection sociale solidaire et les donner en pâture à ceux qui attendent, parce qu'on parle de sommes énormes. Les prestations retraite l'année dernière, c'est près de 330 milliards d'euros qui passent directement de la production de la richesse, c'est-à-dire des salaires, vers les prestations retraite, sans aucun intermédiaire. Et bien là, le gouvernement voudrait faire en sorte que les pensions futures n'étant pas assez suffisantes pour vivre dignement, eh bien une part de l'épargne des Français, qui est actuellement mise sous forme de livret A, d'assurance vie et d'immobilier, en gros, eh bien qu'une part de cette épargne soit transférée vers les marchés financiers au titre de l'épargne retraite pour financer l'économie. Alors Bruno Le Maire l'a dit récemment, les encours, c'est-à-dire les sommes qui sont mises de côté au titre de l'épargne retraite, actuellement c'est 200 milliards d'euros. Il voudrait que ça atteigne 300 milliards d'euros à la fin du quinquennat. Donc un changement complet d'architecture et un abandon de la protection sociale vers les marchés financiers. Acte 3. Acte 4, c'est le fait qu'on trouve dans les médias de plus en plus d'articles de réflexion montrant combien le nouveau système serait injuste socialement. Et aujourd'hui, on acquiert des droits à retraite jusque 8 plafonds de la sécurité sociale. C'est-à-dire, en gros, tous les salaires jusque alors que je ne bourre pas, 8 x 4, 32, jusque 320 000 euros annuels, eh bien, cotisent. Dans le nouveau système, au-dessus de 120 000 euros annuels, il n'y aurait plus de cotisations qui ouvriraient des droits. Il n'y aurait plus que pour la frange 120 000 jusque les très très hauts salaires, ce qu'on appelle les très très hauts salaires, il n'y aurait plus qu'une cotisation de solidarité à 2,80%, qui n'ouvrirait pas de droits, mais qui, comme son nom l'indique, bénéficierait pour ce qu'on appelle les points gratuits au titre maladie, chômage, etc. Voilà, pour tous. Mais ça veut dire une chose énorme. Ça veut dire que tous ceux qui actuellement, ces très très hauts salaires, c'est 300 000 personnes en France qui gagnent plus de 120 000 euros annuels, eh bien, cotisent actuellement, c'est-à-dire s'ouvrent des droits pour le moment où ils seront en retraite. Ça veut dire que si le nouveau système se met en place à partir de 2025, il faudra payer des pensions à ceux qui ont ouvert ces droits-là sans recevoir les cotisations afférentes. Eh bien, la GIRC Arco, il y a eu un document, une étude interne qui a été faite, ça coûtera aux finances publiques aux alentours de 4 milliards et demi par an entre 2025 et 2045. Plus de 70 milliards de déficit. Et des déficits, donc, qu'il faudra compenser. Parce que, acte 5, ce projet de loi institue également une étatisation de notre système de retraite. Il y aurait, au niveau de la gouvernance, une caisse nationale de retraite universelle, où il y aurait, au titre de la représentativité, des organisations sociales, des organisations syndicales,
mais des organisations syndicales représentatives au niveau national. C'est-à-dire que de fait, des organisations comme Solidaire et la FSU en seraient exclues. Et un comité d'experts, à côté de cette caisse nationale, un comité d'experts, mais pas sur le modèle du comité d'orientation des retraites actuel, où au titre de la FSU, on a un représentant. Non, non, 100 organisations syndicales représentées. Et cette gouvernance du système de retraite, eh bien, serait chargée de faire en sorte qu'il n'y ait aucun déficit sur 5 années glissantes. Et qu'en cas de déficit programmé sur les 5 années glissantes, des mesures seraient proposées et actées dans les projets de loi de finances. C'est-à-dire que si vous comprenez le truc, on sait très bien que la mise en place du système va générer des déficits programmés, ne serait-ce qu'avec les cotisations des très hauts salaires. Eh bien, ces déficits devraient être amortis par qui? Par nous, les actifs, et également les retraités, bien sûr. C'est-à-dire, et de plus, puisque les mesures seraient actées dans les différentes lois de finances, c'est-à-dire que c'est une reprise en main de l'État sur tout un pan de la sécurité sociale. Alors, concernant le... Je terminerai, Michael Zemmour conclut en disant « En définitive, si l'allongement de la durée de vie est bien une donnée à prendre en compte pour penser la retraite, de nouvelles mesures de report de l'âge effectif conduiraient en l'état actuel à geler le temps de vie passé à la retraite et à diminuer sensiblement le temps de la retraite passée en bonne santé, le tout assorti de pensions dégradées. On tournerait ainsi le dos aux progrès survenus à la fin du XXe siècle. » Et dernière chose que je voulais citer, c'est une phrase de Frédéric Lordon dans son très bon article là, dans Le Monde Diplo. « Comment peut-on espérer rester légitime à force d'imposer à la majorité les intérêts de la minorité ?»